Il n'y a rien de romanesque dans un assassinat. C'est un boulot qui ne vous plairait pas. Oui, prenez un assassin et disséquez-le. Vous constaterez que c'est à peu près aussi agréable que disséquer une grenouille morte depuis quelques semaines. L'odeur est à peu de choses près la même, et il vous tardera tout autant dans les deux cas de vous précipiter vers un incinérateur avec votre sujet. Vous pouvez cesser de lire à partir d'ici. Si vous continuez, n'oubliez pas que je vous aurai prévenu. Vous n'auriez guère éprouvé de sympathie pour Morley Evans. Peu de gens en éprouvaient pour lui. Peut-être avez-vous lu des articles le concernant, soit dit en passant, dans votre journal. Mais il n'y apparaissait pas sous ce nom. Il était connu sous le nom de Duke Evans, dans la deuxième partie de sa vie, s'entend. Avant d'être le duc, dans son enfance, il était connu sous le nom de Stinky, le putois puant. Ça a l'air d'une bonne blague, ce surnom de Stinky, et le fait est qu'il est généralement donné en manière de plaisanterie. Généralement, mais pas toujours. Les gosses ont parfois le chic pour donner un surnom qui colle. Morley Evans ne sentait pas mauvais corporellement. Quand il était petit garçon, ses parents l'obligeaient à se laver à intervalles raisonnables, et à l'âge adulte, il était coquet et soigné de sa personne. Encore que dans le genre graisseux. J'ai bien sûr l'air mal disposé à son égard. Il n'était pas à proprement parler graisseux, mais il utilisait quand même énormément de brillantine. Mais ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Et revenons-en à Sticky Evans et à sa première leçon. Il avait 14 ans à l'époque, et faisait partie d'une bande qui faisait une razzia sur les magasins à prix unique tous les samedis après-midi pour en sortir les poches pleines. La plupart de ces garçons étaient très adroits et se faisaient rarement pincer. Le chef de la bande, c'était Harry Callan. Il était un peu plus âgé que les autres, et il avait des relations. Il était homme à se charger d'une cargaison de lames de rasoir, d'aiguilles, de phonos, etc., d'une valeur de $20 et d'en tirer $5 en espèces. Ce talent, joint à l'usage qu'il savait faire de ses poings et à l'avantage tiré de sa taille, faisait de lui le chef incontesté de la bande. On peut estimer que la première leçon d'assassinat de Sticky Evans lui fit donner l'après-midi où Harry Callan lui flanqua une solide dérouillée, sans raison précise, uniquement parce que, de temps à autre, Harry flanquait une dérouillée à un de ses satellites, pour leur enlever toute idée de désobéissance. Cela se produisit dans l'impasse derrière le Gem Bowling, établissement dans lequel certains garçons de la bande étaient occasionnellement employés à relever les quilles. Et cela commença par des paroles. C'était surtout Harry Callan qui parlait, et continua par les coups que Harry porta à Stinky Evans, qui en prit pour son grade. C'était de l'inédit pour lui, car Stinky ne s'était jamais battu jusque-là que contre des gosses plus petits que lui. Et la bagarre ne dura pas longtemps. Dès qu'elle fut terminée, il se trouva allongé sur le sol, moitié sanglotant, moitié injuriant, avec du sang qui lui coulait du nez. Il n'avait pas vraiment de mal. Il aurait pu facilement se relever pour recommencer à se battre. Mais, malgré sa colère aveugle et la haine qui l'étouffait, il gardait la tête froide. Il se savait dominé. Il restait donc couché, et sa main se posa sur un galet. Et c'est alors que le petit diable rouge entra dans son esprit, et qu'il prit le galet dans son poing. « Tue !» lui disait quelque chose. « Tue le salaud !» Cela ne donna aucun résultat. Harry Callan fit sauter le galet de sa main d'un coup de pied, et d'un autre coup de pied cassa 3 dents avant de disparaître par la porte de service du Gem Bowling. Cela n'aurait de toute façon pu donner aucun résultat. Il n'aurait pas lancé le galet, ou tout au moins pas à la tête de Harry Callan. Il aurait faibli, parce qu'il n'était pas encore mûr pour un assassinat. Au bout de quelque temps, il se releva et rentra chez ses parents. Si les mariages sont conçus comme on l'affirme au paradis, les assassinats ne peuvent être combinés qu'en enfer. Il est évident que personne ne croit plus guère à l'enfer. En un enfer concret, s'entend, où galopent de petits diables rouges armés de fourches, vous connaissez. Mais il faut bien que l'enfer existe, puisque c'est là que sont combinés les assassinats. Pour expliquer la mise sur pied d'un assassinat, c'est le minimum de croyance qu'il faut avoir. Et puisque on ne peut se passer d'un enfer, autant prendre le modèle traditionnel. Puisque nous posons le postulat de l'existence d'un enfer,
faisons les choses bien. Petit diable, rouge et tout le reste. Et, faisons bien les choses. Imaginons un petit diable rouge riant d'aise en regardant Stinky Evans rentrer chez ses parents après la dérouiller derrière le gym bowling. Imaginons aussi le petit diable rouge rendant compte au grand patron en personne. Du bon matériau, patron. Le plus répugnant petit sagouin qu'on puisse rêver. Il fera le poids, patron. Tu lui as donné sa première leçon? Oui, patron, à l'instant. Encore quelques leçons de temps à autre, et il réussira. D'accord, je te le confie. Reste auprès de lui. Vous pouvez compter sur moi, patron. Je ne le quitterai pas. Cela, c'était Stinky à l'âge de 14 ans. À 15 ans, il se fit pincer en train de voler une roue de secours. Cela lui valut une nuit au violon avant qu'on constate au matin qu'il était mineur et qu'on le repasse au tribunal pour adolescent. Au violon, il avait lié conversation avec un vieux cheval de retour, et la conversation avait roulé sur les surins. Ce violon était une petite pièce sombre, où la seule tache claire était la projection sur le sol des barreaux de la porte. Un trapèze jaunâtre, strié de noir. Une blatte s'engagea dans la traversée de la tache lumineuse, et un pied énorme chaussé d'un brodequin fabriqué à la prison émergea d'un bas-flanc et écrasa l'insecte. Quand tu piques un gazier, oublie jamais de faire levier avec ton surin, expliqua le cheval de retour. Ça fait entrer de l'air, et le client est ratatiné en moins de 2. Ça y laisse pas le temps de pousser sa gueulante et de te fourrer dans le pétrin. C'est pour ça qu'une lame large, y a pas mieux. Quand tu la tortilles, elle fait mieux entrer l'air que les petits stylets fins d'hérital qui sont du bidon, vu qu'il faut toucher le cœur ou alors faire une demi-douzaine de boutonnières. Et sur ce ton, la leçon se poursuivit longuement. Stinky songeait à Harry Callahan. Au bout du couloir, un ivrogne en pleine crise de délirium très mince gueulait comme un perdu sous prétexte qu'il était attaqué par des tarentules. Stinky Evans en frissonna. Il obtint la liberté sous surveillance pour le vol de la roue de secours. Mais avant la fin de la période probatoire, il se retrouva mêlé à une vilaine histoire et en prit pour 6 mois en maison de correction. 6 mois qui lui furent précieux, car il eut l'occasion d'apprendre beaucoup. Sans nous perdre dans les détails oiseux, on peut compter ces 5 mois comme équivalent aux leçons 3 à 5 inclus. Et on reste encore en dessous de la vérité. Quand il sortit d'une maison de correction, il avait 15 ans, mais il paraissait plus âgé. Il se sentait plus vieux aussi. Il avait pris la décision de ne pas rentrer chez ses parents. Y rentrer l'aurait obligé à accepter un emploi régulier et à se pointer au service de surveillance des délinquants juvéniles. Il aurait été sous une surveillance incessante. Des clopinettes, oui. Il rentra chez ses parents juste pour embarquer quelques fringues et se faire la main sur les éconocroques des vieux, planqués dans la vieille théière hors d'usage. 25 $ qu'il y avait. Il brûla le dur, dont il descendit en gare de Springfield, ville où il trouva une chambre pas chère. Le temps de faire connaissance avec le patelin, et il ne lui restait plus un flèche. Il alla alors se présenter dans une académie de billard où il avait vu une affichette demandant un grouillot. Cela s'appelait l'Acme Paul Parlor, et le patron s'appelait Nick Chester. Vous avez peut-être entendu parler de Nick Chester. Vous le connaissez sûrement, si vous avez vécu à Springfield. Un petit noireau, tout boucané, mais qui travaillait en douceur. Il ne portait que des complets à 200 $ et ne fumait que des cigares à 50 cents. Il vivait dans un manoir doré sur tranche, en dehors de la ville, et roulait dans une bagnole avec une carrosserie pas de série. Le grand jeu, quoi. Et il se payait tout ça avec une salle de billard minable qui n'affurait pas plus de 30 $ par semaine. Nick rejeta son chouette doulos à 25 $ sur la nuque et regarda Stinky Evans. « T'as quel âge, le môme ? 20 berges. Tu sors de tôle ? Tu sais, je m'en fous, pourvu que t'aies pas les poulagas au train. » Stinky secoua la tête pour indiquer qu'il n'avait pas les poulagas au train. « Et tu t'appelles comment ?» Stinky avait bien mijoté sa réponse. « Le Duc, dit-il. Duke Evans. »« Dac, le Duc. Tu t'occuperas des boules pour les billards. Quand je te connaîtrai mieux, c'est pas exclu que je te refile un truc qui affure mieux. Tu me plais. » Duke alla s'occuper des boules de billard. Il regardait Nick Chester en se disant qu'il savait maintenant ce qu'il voulait devenir dans la vie. C'était ça, la vraie vie. Un costard de 200 $ avec un œillet blanc à la boutonnière et un cigare cher entre les dents
et le regard inexpressif d'un gars à qui on ne la fait pas, et qui a un joli matelas dans le crapotard. La puissance. C'était pour être puissant qu'il était fait. Pour avoir la puissance, il était prêt à travailler, à voler, et même à commettre. On pavoisa peut-être en enfer. On y pavoisa, bien sûr, si l'enfer existe. Tout allait comme sur des roulettes. Il était évident que le petit diable rouge faisait bien son boulot. « Il fait des progrès remarquables, patron, » annonça le petit diable rouge. « Il vient tout juste d'apprendre la leçon numéro 6, en quelque sorte. Encore 1 an et... » « 1 an, ça me paraît court. Laisse-le mûrir. Attends d'être sûr de lui. Il passera l'examen, patron. Il le passera avec mention. Mais vous voulez dire qu'il faut attendre encore 2 ou 3 ans? Laisse-le mûrir. 5 ou 6 ans. Oh, le petit diable rouge en eut le souffle coupé. Tant que ça? Oh, mon Dieu! Après ce blasphème, il fallut lui laver la bouche au soufre. La 7e leçon, Duke l'apprit à 18 ans. Duke Evans commençait à avoir une allure à s'appeler Duke Evans. Son complet ne coûtait que $30, mais le pli du pantalon avait un tranchant de rasoir. Il ne s'occupait plus des boules des billards. Il faisait des encaissements, de petits encaissements, mais nombreux. C'était le grand truc de Nick, la raison de sa force. Une petite tranche, mais dans des milliers de gâteaux. Une petite tranche à la fois, Duke apprenait où se trouvaient les gâteaux en question. Il entra chez le fleuriste de Grove Street, traversa la boutique d'un pas énergique et trouva le petit fleuriste tout seul dans l'arrière-boutique en train de préparer une couronne mortuaire. Duke lui fit son plus beau sourire commercial. « Salut Larkin, je viens chercher les $40. » Le petit homme ne répondit pas au sourire. « Je n'ai pas les moyens. J'ai parlé de votre association à M. Westcott. Je lui ai parlé par téléphone, ce matin. Je perds de l'argent depuis que j'ai commencé à vous faire ces versements. » Le sourire commercial disparut du visage du Duke. « J'ai l'ordre d'encaisser. » « Compris ? » ?»« Mais je ne les ai même pas, ces $40. Je n'ai pas encore réglé mon loyer. Je ne peux pas. » Larkin s'était reculé d'un pas, et il avait l'air terrorisé. Ce qui était une erreur. Personne, encore, n'avait manifesté de peur devant Duke Evans. Et le fleuriste était très fluet lui aussi. Il avait une pleure bleue. Ce n'était pas dans les attributions de Duke. Il aurait très bien pu se retirer et rendre compte, sans plus. Un des gros bras aurait été chargé de la suite. Mais c'était si facile. D'un méchant revers de la main sur la joue gauche de Larkin, il fit tomber les lunettes du fleuriste. Puis, il abattit la paume sur l'autre joue, avançant à mesure que le fleuriste reculait. Encore 2 coups au visage, puis un jab dans le creux de l'estomac, et Larkin se plia en 2 et vomit. Duke se recula. « C'était un échantillon. Tu ne peux toujours pas trouver les $40 ?» Duke encaissa les $40. Sur le chemin de retour, il s'offrit un cigare, le cigare. Il n'en aimait pas beaucoup le goût, mais désormais, il ne fumerait plus de cigarettes. À sa boutonnière, il avait un bouton de rose blanche qu'il avait pris dans un vase en sortant de chez Larkin. Tant qu'il y était, il se fit cirer les chaussures, encore qu'elles n'en eussent pas besoin. Il se sentait bien dans sa peau. Nick Chester commença par bien regarder le bouton de rose et son sourcil se haussa d'1 demi-millimètre, trop peu pour que Duke le remarque. Et puis, Duke devint copain avec Tony Baria, pour autant que quiconque puisse être copain avec Tony. Tony était petit, comme Larkin, mais Tony n'était pas le genre de petit homme qu'on envoie dinguer. Tony, c'était une torpille. Il était glacial et sur le qui-vive, et ses gestes paraissaient saccadés, malgré leur douceur huilée, tellement ils étaient rapides. Personne ne pouvait se sentir à l'aise en compagnie de Tony. On avait toujours l'impression que, si on lui tapait sur l'épaule, il risquait de faire explosion. Une vraie torpille. Mais, à l'occasion de quelques pokers pas très catholiques, on pouvait détendre Tony et le faire parler gentiment, en lui faisant boire du Chianti, qui est le nom coûteux de n'importe quel vin rouge d'Italie. Et comme Duke tenait à apprendre diverses choses que Tony pouvait lui enseigner,
il avait toujours du Chianti dans sa chambre. Il s'instruisit auprès de Tony en diverses matières essentielles pour un jeune homme ambitieux. Un exemple ? Écoute mon vieux, si c'est pour t'en servir vraiment, il n'y a que l'automatique calibre 45. Faut pas mégoter avec des calibres pour dames. Un 45, il n'y a que ça. Si tu touches l'épaule, la jambe ou un endroit comme ça avec un petit calibre, c'est comme si t'avais rien fait. T'es obligé de toucher la tête ou le cœur. Dans la tripe, bien sûr, un petit calibre ça peut tuer. Mais le mec allonge pas illico. Il est capable de vivre assez pour causer. Tu comprends ? Mais un 45, ça peut toucher n'importe où. Le client descend. Bien sûr, si ton calibre tu le portes sur toi simplement pour pas te sentir seul, un calibre 32 ça suffit bien. C'est léger et ça déforme pas le vêtement. Ce sont là des vérités élémentaires, je sais. Mais Duke pigeait bien, et au passage enregistrait des notions plus subtiles. Par exemple, le truc pour sortir blanc du test à la paraffine. Ce truc, si vous ne le connaissez pas, vous feriez mieux de ne pas vous lancer. Je ne donne pas de leçons, je signale simplement les choses comme elles sont. Tony ne croyait qu'au pistolet. Les surins, à son avis, ça faisait efféminer. Les poings, c'est bon pour les gorilles. La mitraillette, c'est pour les gougnafiers qui savent pas tirer droit coup par coup. Un gars qui me braque, avec une sulfateuse. À tous les coups que je me le prends avec un 45. Un P qu'il me suffit de balancer. Et j'ai le temps d'en balancer 3 pendant qu'il met son bidule en batterie. Duke Evans fit de grands progrès sous la férule de Tony. La seule chose qu'il ne parvint pas à apprendre fut l'art de ne pas avoir la pétoche devant Tony. Mais il était persuadé que, le moment venu, Tony serait de son côté. Tony n'aimait pas Nick. Et Duke saurait entretenir la situation. Duke attendit encore 2 ans. Il faisait des progrès dans sa spécialité, gagnait en stature, et voyait s'accroître l'estime dans laquelle il se tenait lui-même, et dans laquelle le tenaient les autres membres de la bande. Il s'acheta 2 automatiques, tous deux de façon qu'il ne soit pas possible d'établir que c'était lui l'acquéreur. Il s'acheta aussi une carabine, mais très ouvertement, et en parlant beaucoup. Il alla de temps à autre à la chasse, uniquement dans le but de trouver des endroits discrets dans les bois, afin de s'y entraîner à tirer au pistolet. Personne ne savait qu'il possédait des pistolets, et qu'il s'entraînait à tirer avec. Pendant quelque temps, il fut placé à la tête de l'équipe des gros bras. Les gros bras, il ne faisait que leur dire à qui rendre visite et quel traitement assurer à ce quelqu'un. Et ça lui réchauffait le cœur. Une fois seulement, il planta un ananas qui mit en miettes une boutique de cigares et cigarettes tenue par un nommé Perelman qui s'était, malgré les conseils qu'on lui prodiguait, refusé à donner l'hospitalité à un bouc du circuit. C'est en raison de ce refus qu'on avait décidé de planter l'ananas chez Perelman. Mais la raison pour laquelle Duke Evans avait tenu à faire le boulot personnellement était que Perelman avait dit « Débine-toi, demi-sel » à Duke Evans. Duke Evans n'était plus un demi-sel. Il entendit l'explosion de loin et se dit « Demi-sel, moi ?» Son seul regret était que Perelman ne se fût pas trouvé dans sa boutique au moment de l'explosion de la grenade. Il s'imaginait le spectacle comme s'il y avait assisté. Et comme il s'offrait sa gamberge dans une ruelle obscure où il n'avait pas à contrôler l'expression de son visage, l'expression de son visage n'était pas aimable. Pas aimable du tout. Mais Duke Evans n'était pas un garçon aimable. Je vous avais prévenu. Le temps passant, le temps vint où il fut prêt. Prêt pour le gros coup et la grande vie. Il avait tout préparé. Et il n'allait pas faire un coup vulgaire avec un pistolet. Ça, c'était bon pour les guapes comme Tony. Un certain nombre de raisons faisaient qu'il valait mieux que Nick ait l'air d'avoir été tué par un chauffard. Il vola donc une auto et la planqua dans un garage jusqu'à tard dans la nuit, jusqu'à l'heure où Nick serait rentré chez lui. C'est alors qu'il téléphona à Nick. Il avait tout bien préparé. Il était essentiel qu'il voie Nick de toute urgence, il était arrivé un truc. Et étant donné que Nick ne laissait jamais aucun de ses gars monter chez lui, est-ce que Nick voulait bien... Les détails importent peu. Le fait est que Nick se lèverait, s'habillerait, et sortirait pour aller à 200 mètres de chez lui. Distance trop courte pour qu'il prenne sa voiture dans le garage. Et Nick serait obligé de traverser un certain croisement. Duke arrêta la voiture volée, lumière éteinte, et moteur tournant au ralenti, à l'endroit idéal. Il embrayerait
quand Nick aurait franchi le tiers de la distance. Et il ne le raterait pas. Que Nick fonce en avant ou essaie de faire demi-tour. Il y avait une lumière au croisement. Mais il faisait nuit, là où la voiture attendait. Il faisait plus nuit que ne l'avait prévu Duke. Nick n'allait plus tarder à arriver. Duke concentrait toute son attention à le guetter. Il n'entendit donc pas les deux hommes qui arrivaient à pied. Il ne les entendit que lorsqu'ils furent arrivés à la hauteur de sa voiture et en ouvrirent une portière chacun de son côté. L'un était Tony Baria, l'autre était le Suédois. Tony monta à côté de Duke et lui enfonça le calibre 45 dans les côtes. Duke se souvint de ce qu'un 45 fait au client. Duke commença à transpirer. « Écoute, Tony, dit-il, ta gueule, en route, vers le nord de la ville. Tony, je te donnerai. » Le Suédois, assis sur le siège arrière, leva son pistolet tenu par le canon et en abattit la crosse sur le crâne de Duke. Mais c'est seulement quand l'aube se leva, sur Springfield, pas en enfer, que le petit diable rouge arriva en courant dans le bureau du patron, un sourire de triomphe aux lèvres et sa queue à bout en flèche frétillante. « Je viens de lui faire passer son examen final, patron !» cria-t-il. « Il sait absolument tout sur l'assassinat maintenant. » Il s'était fait mettre KO. Mais il a repris connaissance avant que la voiture soit arrivée au port. Il a tout vu et tout compris, pendant que Tony et le Suédois lui emprisonnaient les pieds dans une grosse auge de béton. Si vous l'avez entendu s'y plier, ils ont dû finir par le bâillonner. Mais il a tout vu et tout pigé. Il connaît son sujet sur le bout des doigts. Très bien. Très bien. Et tu me l'as amené, bien sûr. Oui, dit le petit diable rouge. Bien sûr, je l'ai amené.